Le téléphone sonna au milieu de la nuit, arrachant Alexandre à un sommeil agité. C'était sa sœur, Sophie. La voix brisée par les sanglots, leur père venait de mourir d'une crise cardiaque soudaine. Alexandre, figé dans son lit parisien, sentit un vide immense l'envahir. Non pas de tristesse pure, mais d'un mélange explosif de regret et de colère refoulés depuis 10 ans. Il n'avait pas revu sa famille depuis ce soir fatidique où, à 18 ans, il avait avoué son homosexualité à son père. Ce dernier, un homme rigide, ancien militaire reconverti en entrepreneur à Lyon, avait explosé de rage. « Tu n'es plus mon fils. Sors d'ici et ne reviens jamais », avait-il hurlé, les veines saillantes sur le front. Alexandre avait fui, les larmes aux yeux, emportant seulement un sac à dos et le poids d'un rejet qui l'avait marqué à vie. À Paris, il avait reconstruit son existence, un job stable en tant que graphiste, des amis fidèles, et surtout Julien, son compagnon depuis 5 ans, un professeur d'histoire au lycée, qui l'avait aidé à guérir de ses blessures intérieures. Mais maintenant, avec la mort de son père, tout ressurgissait. Alexandre hésita longuement avant de décider d'assister aux funérailles. « Tu n'es pas obligé. » Alex, murmura Julien en le serrant dans ses bras, ses yeux verts remplis d'inquiétude. « Ils t'ont fait tant de mal. » Pourtant, une voix intérieure le poussait à y aller, comme pour clore un chapitre inachevé. Le trajet en train vers Lyon fut un tourbillon de souvenirs, les dîners familiaux tendus, les regards fuyants de sa mère, les moqueries de ses frères et sœurs qui ignoraient tout de sa lutte intérieure. À l'arrivée, la maison familiale, une vieille demeure bourgeoise aux volets bleus, lui parut plus petite, plus étouffante. Sophie l'accueillit sur le perron, les yeux rougis. Elle avait 32 ans maintenant. Mariée, mère de 2 enfants, et travaillait comme avocate. Alex. Je suis contente que tu sois venu, dit-elle d'une voix tremblante, l'étreignant maladroitement. Mais derrière elle, sa mère, Marie, se tenait raide, les lèvres pincées. À 65 ans, elle incarnait toujours cette femme pieuse et traditionnelle, attachée aux valeurs catholiques strictes. Entre, murmura-t-elle sans chaleur, évitant son regard. Les frères d'Alexandre, Pierre et Thomas, étaient là aussi. Pierre, l'aîné de 35 ans, un homme d'affaires ambitieux comme leur père. Et Thomas, 30 ans, ingénieur. Tous deux mariés et hétérosexuels, conformes aux attentes familiales. La veillée funèbre fut un supplice. Des amis de la famille, des voisins, défilaient pour présenter leurs condoléances, jetant des regards curieux à Alexandre, le fils prodigue revenu d'exil. Il se sentait comme un intrus, observant le cercueil fermé de son père avec un mélange de haine et de pitié. « Pourquoi es-tu venu » siffla Pierre à voix basse lors d'un moment seul à seul dans la cuisine. « Pour te rappeler ce que tu as perdu ? Ou pour réclamer ta part ?» Alexandre serra les poings. « Je suis venu pour lui dire adieu. Même s'il ne le mérite pas. » La tension était palpable. Pierre, qui avait toujours admiré leur père, voyait en Alexandre un traître à la lignée familiale. Le lendemain, aux funérailles dans l'église Saint-Jean, Alexandre écouta le prêtre louer la vie de son père, un homme droit, dévoué à sa famille et à sa communauté. Mais Alexandre savait la vérité cachée, les disputes violentes, les silences oppressants, l'homophobie ancrée dans une éducation rigide. Assis au fond, il croisa le regard de sa mère,
Qui pleurait silencieusement. Après la cérémonie. Au cimetière. Sous un ciel gris lyonnais. Il déposa une rose sur la tombe. Murmurant intérieurement, « Pourquoi m'as-tu haï à ce point ?» De retour à la maison. La famille se réunit pour discuter de l'héritage. Le notaire, un homme austère nommé Maître Dupont, arriva avec une mallette en cuir. « Votre père a laissé un testament clair, » annonça-t-il en s'asseyant autour de la table du salon. Il distribua des copies, la maison et l'entreprise familiale revenaient à Pierre. Des biens immobiliers à Sophie et Thomas. Et une somme modeste à Marie. Alexandre n'était mentionné nulle part. Un silence lourd s'installa. « Rien pour moi ? C'est prévisible, » dit Alexandre avec un rire amer. Se levant pour partir. Mais Maître Dupont l'arrêta, « Attendez. Monsieur. Il y a un codicille privé. Un document scellé que votre père m'a confié il y a 2 ans. Il stipule que vous seul pouvez l'ouvrir. En privé. » Les regards se tournèrent vers lui. Chargés de surprise et de suspicion. Alexandre sentit son cœur s'emballer. Qu'est-ce que cela pouvait bien être? Une insulte post-mortem? Ou quelque chose de plus profond? Il prit l'enveloppe cachetée. Ses mains tremblantes. Dans la chambre d'amis où il logeait. Il l'ouvrit seul. À l'intérieur. Une lettre manuscrite de son père. Datée de 2024. Les premiers mots le firent chanceler, « Mon fils, je t'ai menti toute ma vie. Je suis comme toi. » Alexandre relut la phrase plusieurs fois. Incrédule. Son père. Cet homme inflexible. Avouait être homosexuel? La lettre continuait. D'une écriture tremblante, « J'ai vécu dans le mensonge. Par peur du jugement. De la société. De ma propre famille. À l'armée. J'ai réprimé mes sentiments pour un camarade. Puis, avec ta mère, j'ai construit une vie normale, mais au prix de mon âme. Quand tu m'as avoué ton secret, j'ai vu en toi mon propre reflet. Et cela m'a terrifié. Je t'ai chassé pour ne pas affronter ma vérité. » Les mots brûlaient comme du feu. Alexandre s'assit sur le lit. La tête entre les mains. Toute sa vie, il avait cru que son père le haïssait par ignorance ou bigoterie pure. Mais c'était de la projection. Une hypocrisie profonde. La lettre révélait aussi un legs secret, un compte bancaire offshore avec 500 000 €. Accumulés discrètement. Et une petite maison à la campagne près d'Annecy. Achetée sous un faux nom. C'est pour toi. Pour réparer le mal que je t'ai fait. Mais ne dis rien à la famille, ils ne comprendraient pas. Le choc le submergea. Était-ce une rédemption? Ou une lâcheté ultime? Un aveu posthume sans confrontation? Alexandre appela Julien. La voix étouffée. Mon père. Il était gai. Il m'a laissé de l'argent? Une maison. Mais pourquoi maintenant? Pourquoi pas de son vivant? Julien. À l'autre bout du fil. Resta silencieux un moment. C'est énorme. Alex. Prends le temps de digérer. Mais méfie-toi, ta famille pourrait contester si elle l'apprend. De fait, le soir même, Pierre frappa à sa porte. Qui avait-il dans cette enveloppe? Père n'aurait jamais rien laissé à quelqu'un comme toi sans raison. Alexandre mentit, juste une lettre d'adieu. Des regrets personnels. Mais Pierre n'était pas convaincu, il fouilla discrètement la chambre plus tard. Trouvant des miettes de la lettre déchirée. La suspicion grandit. Sophie, plus nuancée, vint le voir le lendemain. Alex, je sais que père t'a blessé.
Mais il a changé ces dernières années. Il parlait souvent de toi. Avec tristesse. Alexandre hésita à lui confier la vérité. Mais la peur le retint. Révéler le secret de leur père risquait de détruire la famille entière. Les jours suivants furent un tourbillon de tension. Marie, sentant l'atmosphère chargée, s'enferma dans sa chambre, priant devant une icône. Elle avait toujours su. Au fond, que son mariage était une façade. Mais l'admettre signifiait affronter des décennies de déni. Thomas, le plus jeune frère, évitait Alexandre. Mal à l'aise avec son orientation sexuelle. Influencé par l'éducation conservatrice. La société change. Mais pas chez nous, murmura-t-il un soir à Pierre, qui hocha la tête. Il complotait en secret pour découvrir le contenu du codicille. Alexandre, tourmenté, décida de visiter la maison secrète à Annecy. Julien le rejoignit en train. Et ensemble, ils découvrirent une petite villa isolée au bord du lac. Meublée simplement mais avec des touches personnelles, des livres sur l'histoire LGBT. Des photos jaunies d'un jeune homme, peut-être l'amour de jeunesse de son père. Il vivait une double vie, murmura Alexandre. Effondré. Julien le serra contre lui. C'est tragique. Mais cela explique tout. Il t'a chassé pour se protéger lui-même. De retour à Lyon. La confrontation éclata. Pierre, ayant engagé un détective privé, apprit l'existence du comte et de la maison. Lors d'un dîner familial tendu, il accusa Alexandre, « Tu nous voles notre héritage. » Père était manipulé. Ou pire, tu l'as forcé à écrire ça. Sophie défendit Alexandre, « Arrête. Pierre. Père avait ses raisons. Mais Marie. Blême. Intervint, « Assez. Je sais tout. Votre père. Il n'était pas l'homme que vous croyez. » Elle avoua avoir trouvé des lettres d'amour masculines des années plus tôt. Mais avait choisi le silence pour préserver la famille. Le chaos s'installa. Thomas, choqué, quitta la table en claquant la porte. Pierre, furieux, menaça de contester le testament devant la justice. C'est une trahison. Notre père. Un déviant? Alexandre, les larmes aux yeux, répliqua, il était humain. Comme moi. Tu préfères le haïr plutôt que d'accepter la vérité? La soirée se termina en cris. Avec Alexandre partant en claquant la porte. Julien l'attendant dehors. Les semaines suivantes furent un enfer juridique et émotionnel. Pierre, déterminé, porta l'affaire devant un tribunal lyonnais, arguant que le codicille était frauduleux ou rédigé sous influence. Maître Dupont, fidèle au secret professionnel, confirma l'authenticité. Mais la famille se déchira. Sophie, déchirée entre loyauté fraternelle et pression de Pierre, témoigna à contre-cœur contre Alexandre, révélant des détails intimes sur son exil. Il a souffert. Mais père aussi, dit-elle. Les yeux baissés. Alexandre, défendu par un avocat parisien spécialisé en droit LGBT, lutta pour ses droits. Les audiences étaient publiques, attirant l'attention des médias locaux. Des articles titraient « Héritage contesté, un fils gay réclame sa part après un rejet familial. La société française. Progressiste sur papier. Révélait ses fissures, commentaires homophobes en ligne. Regards hostiles dans la rue. » Alexandre reçut des menaces anonymes, l'obligeant à déménager temporairement chez Julien. C'est trop. Alex.
Laisse tomber l'argent, supplia Julien un soir, alors qu'il marchait le long de la Seine. Mais Alexandre refusa, ce n'est pas pour l'argent. C'est pour la justice. Pour forcer ma famille à affronter leurs préjugés. Marie, brisée, confia à Alexandre lors d'une visite secrète, j'ai aimé ton père. Malgré tout. Mais j'ai fermé les yeux sur sa souffrance. Et la tienne. Pardonne-moi. Pour la première fois. Elle l'étreignit sincèrement. Ce moment de vulnérabilité ébranla Alexandre, il vit en elle non une ennemie, mais une victime du même système patriarcal et conservateur. Thomas, quant à lui, traversa une crise personnelle. Marié depuis peu, il questionna ses propres certitudes. Un soir, il appela Alexandre, Je ne sais plus quoi penser. Père nous a menti à tous. Leur conversation, longue et douloureuse, marqua un tournant. Thomas admit ses peurs, j'ai grandi en pensant que l'homosexualité était un choix. Une faiblesse. Mais voir ton combat, ça me force à réfléchir. Alexandre, ému, répondit, ce n'est pas une faiblesse. C'est qui je suis. Et qui était père. Pierre, isolé par son intransigeance, perdit des amis et des clients. Son mariage vacilla, sa femme, lassée de sa rage, le confronta, tu détruis tout pourquoi? L'orgueil. Il réalisa trop tard le prix de sa croisade. Lors de l'audience finale, il retira sa plainte, murmurant, je ne veux plus de cette guerre. Le juge valida le codicille, accordant à Alexandre son legs. Mais la victoire était amère. La famille, fracturée, peinait à se reconstruire. Sophie organisa une réunion chez elle, à Lyon. Autour d'une table, ils parlèrent enfin ouvertement des regrets, des douleurs enfouies, des préjugés sociétaux qui avaient empoisonné leur vie. Alexandre partagea son histoire avec Julien, présentant son compagnon pour la première fois. Il m'a sauvé, dit-il simplement. Marie hocha la tête, peut-être que ton père, de là-haut, est enfin en paix. Les mois passèrent. Et Alexandre intégra progressivement son héritage dans sa vie. La maison d'Annecy devint un refuge pour lui et Julien. Un lieu de guérison où ils passaient des week-ends à randonner, à discuter de l'avenir. L'argent servit à fonder une association aidant les jeunes LGBT rejetés par leur famille. Un hommage silencieux à son père. C'est ma façon de transformer la douleur en quelque chose de positif, expliqua-t-il à Julien lors d'une promenade au bord du lac. La famille se réconcilia lentement. Sophie invita Alexandre à l'anniversaire de ses enfants, Thomas vint à Paris pour un dîner. Curieux de rencontrer Julien. Marie, plus fragile, écrivit des lettres touchantes, avouant ses erreurs passées. Pierre resta distant, mais envoya un message pour Noël, je travaille sur moi. Donne-moi du temps. Alexandre accepta, sachant que le changement ne vient pas du jour au lendemain. Pourtant, des doutes persistaient. Était-ce vraiment une rédemption pour son père? Ou une échappatoire lâche? Avait-il le droit de pardonner si facilement? Julien, toujours son encre, l'aidait à naviguer ses eaux troubles. La société nous force à cacher qui nous sommes. Mais toi, tu as choisi l'authenticité. C'est ta force. Un soir, assis sur la terrasse d'Annecy, Alexandre relut la lettre de son père. Les mots, autrefois choquants, apportaient maintenant une paix relative. Il comprit que les choix de son père le mensonge,
Le rejet a été dicté par une époque moins tolérante. Mais cela n'excusait pas le mal infligé. La vraie leçon était dans les conséquences, les familles brisées. Les vies perdues dans le silence. Au fil du temps, Alexandre s'engagea davantage dans l'activisme. Il participa à des conférences sur les droits LGBT en France, partageant son histoire pour inspirer d'autres. Les médias le contactèrent, un documentaire fut même envisagé. Mais au cœur de tout, restait la question morale, pardonner ou non. Julien et lui en débattirent souvent, pesant les arguments éthiques. Finalement, Alexandre trouva une forme de closure. Il visita la tombe de son père, déposant non une rose, mais une photo de lui et Julien, souriant. « J'espère que tu es libre maintenant, murmura-t-il. Mais une interrogation persistait. Invitant à la réflexion, le pardon posthume efface-t-il vraiment les blessures infligées de son vivant? Ou n'est-ce qu'une illusion commode pour les survivants?